Exploser les barrières du monde. C'est la suite du cours sur l'expérience et le savoir scientifique. Alors, dans les précédentes vidéos, on avait bouclé le grand 1 à présent, en fait, je voulais dans le grand 2 vous montrer comment était née la science moderne, la physique moderne, l'astronomie moderne. L'idée du grand 1, c'était de dire que, en fait, si on se base uniquement sur l'expérience, on doit nécessairement être géocentriste, c'est-à-dire que si on s'en tient aux seules données de l'expérience, il semble évident, cela semble quasiment irréfutable, que la Terre est un astre immobile au centre de l'univers. Je vous avais dit de ce point de vue que la physique des anciens était très cohérente et tout à fait sensée. C'était pas du tout quelque chose d'aberrant. Les anciens ne croyaient pas que la Terre était plate, etc. Bon, alors maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que euh, la deuxième partie, c'est que la science moderne n'est pas du tout arrivée avec l'apparition de l'expérience naturelle. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et je vais du coup en profiter pour faire le point à la fois sur la découverte de l'héliocentrisme, c'est-à-dire donc l'idée que la Terre n'est pas un astre immobile, mais au contraire un astre en mouvement sur elle-même et autour du Soleil. Et deuxièmement, on va parler aussi beaucoup de l'apparition des premières lois de la nature, c'est-à-dire la loi de la chute des corps de Galilée. Ce sera dans la vidéo suivante. Alors, pour l'instant, euh, oui, essayons de voir comment le monde des anciens a volé en éclats. J'ai volé un peu ici un titre, un grand savant français qui s'appelle Alexandre Coiré, qui a écrit un livre qui s'appelle Du monde clos à l'univers infini. Enfin, ceci dit, c'est pas celui que j'ai sous la main aujourd'hui. Alexandre Coiré, voilà, grand savant qui a beaucoup écrit sur Galilée, hein, et dont j'aurai l'occasion de reparler. Un grand savant français du XXe siècle, français d'origine russe. Quelqu'un vraiment de très très remarquable. Alors, donc il a écrit un livre, évidemment, c'est pas celui-là que j'ai pris pour aujourd'hui, bon, qui s'appelle Du monde clos à l'univers infini, dans lequel en fait il décrit comment le cosmos des anciens a volé en éclats. Alors je pourrais peut-être préciser ici le sens de ce mot cosmos. Voilà un mot qu'aujourd'hui on devrait éviter d'employer trop parce qu'il fait référence vraiment à une théorie de l'univers, bon, qui est totalement dépassée aujourd'hui, et qui signifie la chose suivante, pardon. Euh, le mot cosmos, en fait, en grec, signifie ordre et également beauté. C'est le sens littéral du mot cosmos. Et par extension, ce mot de cosmos a servi à désigner la totalité de ce qui existe pour les Grecs. C'est-à-dire qu'en fait, pour les Grecs, le monde est quelque chose d'ordonné, quelque chose de beau, hein. Et c'est pour ça que les Grecs avaient la vision d'un univers fini, équilibré, centré, clair, hein. Et c'est ce monde clos qui va voler en éclats à l'époque de Galilée, enfin même en fait, en réalité, déjà bien avant, le point de départ de tout cela, c'est bien sûr Copernic. Alors, quelques mots sur Copernic. Copernic est un ecclésiastique polonais, Nicolas Copernic, et il se passionne pour l'observation des étoiles. Et à cette époque, c'est-à-dire au milieu du XVIe siècle, enfin première moitié du XVIe siècle, la science astronomique sert essentiellement à établir des calendriers. Parce que vous savez, l'établissement des calendriers un peu réguliers et fiables est quelque chose d'assez moderne. C'est pas du tout évident de savoir, par exemple, combien on peut compter de jours dans l'année, hein. Ça a été vraiment une question très compliquée à résoudre dans, dans l'histoire des sciences. Et donc, voilà, Copernic, ça donne à ce genre d'occupation, hein. Et en fait, il est l'auteur d'une hypothèse qui va révolutionner toute l'histoire des sciences. Son hypothèse, c'est l'hypothèse géocentrique, héliocentrique. Mais c'est une hypothèse pour lui. C'est-à-dire que c'est un savant extrêmement prudent. Euh, il n'ose pas publier le résultat de ses recherches de son vivant. Il attend sa mort pour faire publier par ses disciples évidemment, le résultat de ses recherches dans un livre donc qui va bouleverser l'histoire des sciences, hein, qui s'appelle De la révolution des orbes célestes, 1543. Je vous l'écris
de la révolution des orbes célestes. Alors, oui, dans cette œuvre, Copernic propose l'idée suivante. Il ne se prononce pas sur la place véritable de la Terre, du Soleil, de la Lune. Il ne se prononce pas sur le mouvement terrestre, par exemple, mais il propose simplement son schéma héliocentrique à titre d'hypothèse, en disant, bon, peu importe de ce qu'il en est dans la réalité, mais simplement, il est beaucoup plus commode d'imaginer que le Soleil est le centre immobile de l'univers et que la Terre est un astre mobile. Il ne prétend pas en fournir de preuves directes, mais simplement, il explique qu'une telle hypothèse rend beaucoup mieux compte des phénomènes, des apparences, que l'hypothèse inverse, l'hypothèse géocentrique. Mais quant à se prononcer sur la réalité des positions et des mouvements de la Terre, du Soleil, etc., cela, il ne se prononce pas du tout. Il n'ose pas aller jusque-là, peut-être bien parce qu'il est extrêmement prudent. Étant lui-même un ecclésiastique, il sait peut-être à quoi s'attendre. Hein, il sait peut-être que son hypothèse est extrêmement dangereuse, en fait, pour disons, la vision chrétienne de l'univers. Et donc, il s'abstient de prendre parti. Donc, très étonnamment, en fait, il propose un modèle, il propose une hypothèse. Hein. D'où une... alors oui, je vous mets dans les notes, difficile interprétation de l'attitude de Copernic. S'agit-il en fait d'une forme de prudence parce qu'il savait que les esprits n'étaient pas mûrs et donc il fallait mieux y aller petit à petit, prudemment, s'il ne voulait pas voir son livre en fait condamné par l'Église, ou bien est-ce que sincèrement il estime qu'il est inutile de se prononcer sur la position véritable des astres? La vérité est sans doute un peu des deux côtés, c'est-à-dire qu'en fait il n'a pas de preuves décisives, il ne dispose pas de preuves décisives, donc en fait il ne peut pas démontrer la vérité, ou enfin prouver la vérité de son modèle, hein, et donc il ne peut le proposer qu'à titre de modèle, qu'à titre d'hypothèse. À partir de là, on peut estimer qu'il y a deux épistémologies possibles, hein, c'est-à-dire deux façons différentes de considérer les sciences, ou bien les sciences produisent des modèles sans vraiment pouvoir se prononcer sur la réalité, en estimant que la réalité, en fait, demeure extérieure à la vérité scientifique. Hein. Et dans ce cas-là, en fait, on peut simplement formuler des hypothèses qui peuvent être commodes, qui peuvent être donc des modèles pratiques extrêmement fructueux et intéressant, ou bien deuxièmement, une épistémologie qu'on appellera une épistémologie réaliste, c'est-à-dire l'idée que en fait, la science se prononce sur le réel, sur la réalité elle-même. Voilà. Bon, ce sont deux grandes tendances dans l'histoire des sciences, hein, qui prennent en fait leur naissance, enfin, disons que l'histoire de Copernic en offre un exemple, voilà, très clair. Alors, je disais, Copernic n'a pas apporté les preuves de son système. En fait, il va falloir attendre les travaux de Galilée pour prouver l'hypothèse héliocentrique. Et encore, certains historiens des sciences estiment que Galilée n'a pas entièrement démontré, ou n'a pas entièrement prouvé plutôt, tout ce qu'il avançait, et qu'il a fallu attendre finalement le XXe siècle avec le fameux pendule de Foucault pour démontrer en fait la réalité du mouvement terrestre. Bon, je laisse ce point de côté. Galilée, en fait, fait une découverte euh, qui va bouleverser toute la suite de l'histoire des sciences, c'est la découverte de la lunette astronomique. Alors, la lunette astronomique, c'est pas la même chose que le télescope. Le télescope, c'est un système plus complexe encore qui sera mis au point plus tard par Newton, hein, quelques 50 ans plus tard. Galilée, lui, c'est la lunette astronomique. Bon, et alors, à l'origine, il semble que la lunette astronomique est une origine assez fortuite, ce soit une découverte apparemment assez fortuite, c'est-à-dire que c'est un commerçant hollandais qui aurait par hasard mis bout à bout, face à face, de lentilles, et aurait ainsi découvert en fait la propriété des lentilles d'agrandir la vue des objets. Bon.
Galilée, en fait, s'est emparé de cette découverte qui a été publiée en 1590 et en fait, sur les bases donc, d'un livre d'un Italien qui décrit le principe des lentilles, Galilée va construire en fait des lunettes astronomiques de plus en plus perfectionnées à partir des années 1600. Vous voyez, à peu près 10 ans après la publication de l'ouvrage. Et il va obtenir, alors au départ, des lunettes qui auront un grossissement assez médiocre, mais très spectaculaire quand même pour l'époque. C'est-à-dire, je crois que les premiers grossissements c'est inférieur à 10 et bon, pas très fiable, avec beaucoup de déformations. Et puis en fait, il va construire beaucoup de lunettes, hein, beaucoup de lunettes astronomiques dans sa vie. Et les dernières auront vraiment des capacités déjà assez, assez remarquables. Et bon, sachant qu'en fait, les lunettes astronomiques, en fait, c'est à peu près, je crois que c'est le même principe que la longue vue, si vous voulez, hein, de lentilles de part et d'autre d'un tube. Ces lunettes ont en fait des capacités de grossissement qui sont limitées. On ne peut pas faire des capacités de grossissement infinies. Il faudra attendre le télescope avec Newton pour avoir des capacités de grossissement et d'observation bien supérieures. Hein. En fait, au-delà d'un certain grossissement, l'image produite a tellement de déformations qu'elle n'est plus du tout exploitable. Bon. Alors, toujours est-il qu'avec ces lunettes, Galilée va passer ses nuits à observer les étoiles, à observer les astres, et là, il va découvrir des choses que personne n'avait jamais vues. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut dire que ce sont des expériences nouvelles qui ont permis à la science d'avancer. Hein. Ce sont des expériences nouvelles, mais vous voyez, des expériences très particulières. Il ne s'agit pas du tout de l'expérience ordinaire, il s'agit au contraire d'observations qui sont inaccessibles avec les moyens naturels. Bon, alors, et on verra tout à l'heure que la mise au point de la lunette astronomique, justement, n'est pas du tout de l'ordre de l'expérience ordinaire. Hein. On verra ça dans une vidéo du grand 3, qui appartient au grand 3. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il observe, Galilée? En fait, il observe que les astres n'ont pas du tout l'allure que Aristote leur prête. Pardon. Dans la théorie d'Aristote, tout ce qui est au-dessus de la Lune est animé d'un mouvement parfait. Et les astres, donc les objets qui se trouvent au-dessus de la Lune, ont eux-mêmes des formes parfaites, c'est-à-dire que leur mouvement n'est pas entravé par leur masse. C'est le contraire, en fait, si vous voulez, de ce qui se passe sur Terre. Sur Terre, les corps graves choient lamentablement, tombent voilà, vers le centre de la Terre. Et donc Aristote en déduit que c'est en raison en fait de leur matière, hein, la matière est lourde, et les astres donc, doivent être faits d'une autre matière, d'une matière différente de celle qu'on trouve sur Terre. Sur Terre, on trouve un mélange d'eau, de terre, d'air et de feu. Eh bien, dans les astres, on doit trouver sans doute une autre matière, une cinquième matière, une quintessence, un cinquième élément. Un quintessence, c'est du latin, ça veut dire cinquième élément. Donc voilà, le cinquième élément, en fait, c'est pas simplement une invention de Luc Besson dans un film qui a eu un certain succès. C'est en fait un concept aristotélicien, un concept pour décrire, enfin pour imaginer plutôt, la matière des corps célestes. Bon. Et donc, voilà, une matière parfaite qui n'entrave absolument pas le mouvement, qui n'alourdit pas les objets. Et c'est pour ça qu'on voit ces magnifiques astres qui tournent autour de nous, hein, sans jamais faillir, sans jamais se fatiguer, sans jamais freiner, sans jamais ralentir. Bon. Alors, Galilée, avec sa lunette, découvre que non, c'est pas du tout comme ça que les choses sont faites. Alors, par exemple, je vous donne ici des exemples d'observations astronomiques concernant la Lune. C'est le premier objet qui se prête à la vue humaine quand on observe le ciel. Et en fait, Galilée va faire des découvertes qui sont étonnantes parce que ce sont des découvertes très simples. Ce sont des découvertes qu'on pourrait quasiment faire à l'œil nu, enfin disons du moins que nous pouvons voir à l'œil nu, mais que les hommes de l'époque de Galilée ne voyaient pas. Alors, par exemple, je vous ai ici reproduit un dessin que Galilée fait de la face visible de la Lune, et puis à côté une photographie moderne de la face de la Lune. Ce que découvre Galilée, vous voyez, ce sont ici toutes ces petites choses, ces petits reliefs, ces vallées, ces montagnes.
je dis vallées et montagnes, parce que Galilée les interprète ainsi, découvrira plus tard que ce ne sont pas des montagnes véritablement, mais si vous voulez, ces observations, l'observation du relief lunaire, sont absolument inédites. On ne s'était jamais avisé d'observer que la surface de la Lune était creusée de cratères, de dépressions, de cavités, etc. Pourquoi? Parce que en fait, la théorie d'Aristote explique bien que les corps célestes sont faits d'une matière parfaite, et donc on imaginait que la Lune était un astre parfait, c'est-à-dire avec une surface parfaitement lisse. Hein. Et donc on imaginait que en fait les planètes, toutes les planètes, parce qu'on considérait donc la Lune comme une planète, hein, non pas comme un satellite, on considérait donc que les planètes étaient toutes faites d'une matière absolument parfaite, autrement dit que c'était des miroirs. Et Galilée va montrer que si les planètes sont des miroirs, alors on ne devrait pas, si les planètes étaient des miroirs, pardon, alors on ne devrait pas pouvoir les voir, car dans ce cas-là, elles reflèteraient en fait dans toutes les directions l'obscurité du ciel, et donc en fait elles se fondraient dans l'obscurité du ciel. Si les planètes avaient une surface parfaitement lisse, elles seraient invisibles. Bon, et donc en fait, si on les voit, c'est parce qu'elles ont une surface qui n'est pas lisse, et avec sa lunette, il observe que cette surface est criblée d'impacts. Enfin, nous savons que ce sont des impacts. Lui, il y voit des reliefs, des montagnes et des vallées. Hein, aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas des montagnes et des vallées à proprement parler, puisque en fait, les montagnes et les vallées résultent du mouvement des plaques terrestres, et il n'y a pas de plaques terrestres, il n'y a pas de mouvement sur la Lune. La Lune est un astre mort qui n'est pas animé donc par un mouvement géologique. Donc il n'y a pas à proprement de parler de montagnes, c'est-à-dire de plaques qui rencontrent d'autres plaques et qui créent des éminences. Non, en fait, ce sont simplement les impacts laissés euh, par des projectiles qui s'écrasent sur la Lune n'ayant pas d'atmosphère, en fait, les projectiles ne brûlent pas dans l'atmosphère de la Lune, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, et donc créent au sol des dépressions, des cavités, des cratères monumentaux, tellement grands qu'on peut les apercevoir donc de la Terre. Alors, ici, d'autres observations, d'autres dessins, vous voyez, très soigneux de l'apparence de la Lune. Hein. Et donc, voilà, Galilée a clairement établi l'existence de reliefs lunaires, ce qui signifie que la Lune donc n'est pas d'une matière différente enfin, cela signifie qu'on a cru à tort que la Lune était d'une matière différente de la matière terrestre. Ce qui signifie que si la Lune n'est pas faite de cette quintessence, cette cinquième essence, ce cinquième élément, comme le croyait Aristote, cela signifie donc qu'il n'y a pas forcément de différence fondamentale entre la composition de la Lune et la composition de la Terre. Mais donc s'il n'y a pas de différence fondamentale entre la matière terrestre et la matière lunaire, cela signifie peut-être que la Terre n'est pas un astre différent de la Lune, hein, au sens où la Terre, si la Lune est capable de mouvement en ayant toute cette matière qui ressemble quand même apparemment pas mal à la matière terrestre, dans ce cas-là, qu'est-ce qui empêche que la Terre elle-même soit capable de mouvement, hein. Voilà une première brèche dans le grand principe sacré de l'immobilité terrestre qui soutient toute la physique d'Aristote. Alors, une autre observation, parmi d'autres, les oreilles de Saturne. Alors, Galilée n'a pas exactement su interpréter les oreilles de Saturne. Alors, les oreilles de Saturne, de quoi s'agit-il? En fait, Galilée, avec sa lunette, observe que la planète Saturne n'est pas parfaitement sphérique, mais qu'elle présente, vous voyez, des sortes d'excroissances sur les côtés. Bon, et les oreilles de Saturne, en fait, on découvrira, ce sont en fait, pardon, ce sont les anneaux qui entourent Saturne. Alors, cela est une découverte très importante dont le principe est la même que le principe de la découverte des lunes de Jupiter. Hein. Alors, oui, je vais peut-être développer un peu ce point, les lunes de Jupiter. Au moyen de sa lunette, Galilée découvre que Jupiter, la planète Jupiter, semble accompagnée de gardes du corps, en latin, satellites. C'est la première fois qu'on observe
qu'un astre a des satellites. Satellites, c'est-à-dire en fait des gardes du corps, hein, des astres qui suivent une planète et qui donc ne tournent pas autour de la Terre, mais qui tournent autour d'une autre planète, enfin, d'une planète, hein, en l'occurrence Saturne. C'est une première, c'est absolument sensationnel comme découverte, puisque on avait toujours cru que la planète Terre était, enfin la Terre, était le centre de toutes les rotations possibles. Bon, et lorsque Galilée découvre donc les satellites euh, de Saturne, qu'on appellera de façon très significative les lunes de Saturne, sachant que le concept de lune à l'époque renvoie à une planète, comment dire, une planète autonome, quoi, si vous voulez, qui tourne autour du centre de l'univers que serait la Terre. Hein, donc imaginez qu'il puisse y avoir plusieurs lunes, c'est-à-dire une lune pour la Terre, une lune et puis 4 lunes pour Jupiter, c'est quelque chose qui est inconcevable de l'époque, avant Galilée. Et Galilée, en fait, établit par cette observation que la Terre n'est pas l'unique centre de rotation des objets célestes, hein, et qu'il peut y avoir d'autres centres de rotation, comme par exemple donc Saturne, le centre de rotation de, euh, de ces 4 lunes. Mais donc à partir de là, rien n'empêche, si donc cette observation est correcte, rien n'empêche d'imaginer que, de même que Saturne est en rotation autour d'un autre point, tout en possédant des lunes, rien n'empêche d'imaginer que la Terre soit en rotation autour d'un autre point, tout en possédant, alors non pas plusieurs, mais une lune. Et c'est par ce moyen et par d'autres observations encore que Galilée va en fait progressivement ruiner le dogme de l'immobilité terrestre et établir en fait le mouvement de la Terre autour du Soleil. Il y a encore beaucoup d'autres observations, là j'ai donné simplement un petit aperçu, hein. Notamment l'argument décisif, c'est l'observation de Vénus, hein, et l'observation des phases de Vénus, c'est-à-dire en fait des différentes apparences que Vénus prend au cours de son cycle et qui vont établir en fait clairement que la Terre n'est pas un poste immobile au centre de l'univers. Voilà. Bon, j'en reste là pour c'est le chapitre astronomie. On se retrouve dans la vidéo suivante pour parler cette fois de physique terrestre, toujours avec Galilée.